Oui, je vais commencer ce conseil municipal de 4 novembre 2025. Avant l'ouverture de cette séance, j'aimerais que nous rendions hommage à M. Romain Candela. M. Romain Candela, qui est notre directeur des services techniques, qui nous avait rejoint au mois d'avril de cette année et qui a mis fin à ses jours dans le courant du mois de novembre. On avait tous pu apprécier les qualités humaines et les qualités professionnelles de Romain. Et il nous manque énormément, parce que c'était une personne qui était brillante, qui était sérieuse, qui était intègre, et il faisait vraiment honneur à la fonction publique territoriale. Le peu de temps qu'il reste avec nous, le trop peu de temps qu'il reste avec nous, il nous a beaucoup apporté, et malheureusement, il y a certains projets qui se termineront sans lui, alors que c'était lui qui les avait initiés. Si vous le voulez bien, en fait de rendre hommage, nous allons procéder à une minute de silence. Je vous remercie. Le quorum. Monsieur le Ménard, président, Madame Hélène Spinelli, Christian Olivier, présent, Madame Martine Médéni-Tani, Monsieur Alain Gracia, présent, Madame Maurice Ravel, Monsieur Gilles Talopé, présent, Madame Linda Sanet-Benjoran, présent, Monsieur René Dupois, présent, Madame Elisabeth Léger-Herlian, présent, Madame Éléonore Jaine, Madame Catherine Duclos-Isolfi, Monsieur Jean Fugain, présent, Monsieur Albert Pironti, présent, Monsieur Gérard Salieto, présent, Monsieur Emmanuel Gauvernal, présent, Madame Laurence Foulot-Caladi, procuration, Madame Hélène Spinelli, Madame Chantal Rizot, présent, Madame Jennifer Valoris, procuration à Monsieur René Dupois, Monsieur Jean-François présent, Madame Sandrine Gillet-Kerbache, présent, Monsieur Amine Benelal, présent, Monsieur Mathieu Bistagne, présent, Madame Claire Navarro, présent, Madame Zara Bouchala, présent, Monsieur Ribouillet, présent, Madame Ligne Friquière, présente, Madame Joseph Pénard, absent, Madame Julie Dorsolot, présente, je vous remercie. Nous allons désigner le secrétaire de séance. Ça sera bien évidemment Mathieu Bistagne. Vous avez reçu dans les documents que vous avez envoyés le procès-verbal de la dernière séance, comme au cinéma, la dernière séance. Y a-t-il des remarques à faire avant qu'on le passe au vote? Pas de remarques, on le valide. Je vous en remercie. On vous a présenté les délibérations que j'avais été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des précisions ou des commentaires? Sur les décisions, non. Pas de précision, pas de commentaires sur les décisions. Donc, si vous voulez bien, on va passer au marché public. Marché public. Monsieur Public. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Effectivement, donc, pour les travaux de démolition, de reconstruction de la buvette, vous avez choisi une entreprise qui habite Vitrolles pour un montant des travaux pour avoisinant les 100 000 euros. Connaissant le nombre d'entreprises du bâtiment et sur la commune, comment se fait-il qu'on va chercher une entreprise sur Vitrolles? Je vous cacherai pas qu'il y a énormément de ça, et vous connaissez très mal la commune parce que le responsable de cette société habite à Roquevert, en quartier de la Fournerie. Donc, sur ce base-là, c'est vrai que la société est domiciliée à Vitrolles, mais le gérant de la société habite à Roquevert, et quand il est venu s'installer sur Roquevert, il nous a fait savoir qu'il allait discuter de transfert de la société. Et donc, en plus, il a été très bon, je pense, au niveau du Bordeaux Rempli qu'on a eu. C'est une question. Merci. D'autres précisions, Madame Dosselot. Oui, merci. Bonsoir. Je voulais revenir sur cette fameuse buvette. Oui. 99 916 € précisément.
Donc je voulais savoir, 3 mois avant la fin de ce mandat, on se dépêche de faire une buvette. Et pour moi, je pense que ce n'est pas un projet structurant. Je pense que le centre-ville est à l'agonie et je pense qu'on avait autre chose à faire avec l'argent des Roqueverrois que de faire une buvette. Moi, j'aime la pétanque, je suis comme vous, mais j'aime aussi Roquevert. Et donc, je pense qu'à un moment, il y avait d'autres projets à faire que cette buvette. Alors, moi, je m'interroge parce que personne n'a vu le projet. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Les boulistes, apparemment, on l'a vu sur un coin de téléphone, donc personne n'a vu le projet. Donc une fois de plus, oui, c'est peut-être drôle, mais bon, en tout cas, personne n'a vu le projet, on ne sait pas la surface, on ne connaît pas les équipements, parce qu'on parle quand même de 100 000 € pour une buvette qui fait 50 mètres carrés. Bon, voilà, donc moi je m'interroge et j'avais besoin de précision pour savoir quel était ce projet à 100 000 €. Alors bien évidemment, si vous voulez déjà, il y a une table manuel d'investissement qui était sur la commune, il était programmé que les conseils seraient faits de buvette, c'était prévu de longue date, et nos amis bouddhistes l'attendaient avec impatience. Vous n'avez pas perdu de vue qu'on avait déjà refait la première partie et la deuxième partie, et qu'on a travaillé par tranche pour refaire cette buvette. Ensuite, bien évidemment, c'est soumis à une autorisation de travaux. Donc il y a bien évidemment un permis qui a été déposé, accordé au niveau de la municipalité. Et vous aviez tout loisir, dans le cadre du délai qui vous a été donné, lorsqu'on vous a communiqué l'ordre du jour du conseil municipal, de vous présenter au bureau de l'urbanisme pour regarder les plans. Où je suis très étonné, c'est que vous avez l'air d'avoir beaucoup de relations au sein du club de Boule pour le fréquenter assidûment. Je ne vous ai jamais vu. Et je ne vois pas du tout, vous pourrez nous donner l'information comme quoi les bouddhistes s'interrogent. Je les connais tous pratiquement individuellement. Ce sont pour beaucoup des relations à la fois de Roquevert et des villages avoisinants, parce que vous savez qu'on a très certainement le plus beau jeu de boules de la région qui mérite bien cette rénovation. Et encore une fois, je suis étonné de vos informations. Mais bon, ne soyez pas étonné, monsieur le maire. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il y avait besoin de faire autre chose que de faire une buvette. On a besoin de parking. L'attractivité pour vous, l'attractivité de Roquevert se résume à des jeux de boules, des jeux d'enfants, effectivement. Bah oui. Et vous ne pensez pas encore à l'attractivité, c'est tout. C'est tout ce que je relève. Allez, madame, on va faire l'histoire. Si vous avez on va vous aurez le plan, on verra. Vous avez votre idée là-dessus. Vous en avez fait part dans les médias, ça fait bien rigoler tout le monde. C'est bien, ça nous amuse un moment. Mais aujourd'hui, on est sérieux, on travaille. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis différent du vôtre. Vous me parlez comme ça. Excusez-moi, mais non. On a le droit de ne pas être d'accord. Surtout quand on est dans l'opposition. Vous aurez fait comme moi 60 millions d'euros d'investissement sur la commune, et je l'ai écrit dernièrement, quand vous aurez voté Roquevert pendant 18 ans. Dans les 60 millions, je vous rappelle que vous oubliez de donner les cofinancements. Mais vous rigolez ou quoi? Non, j'ai bien lu votre lettre. Allez, on va continuer sur d'autres remarques sur les marchés. Pas de remarques. Je vous remercie. On passe tout de suite à l'ordre du jour, qui est assez dense, avec le chiffre de première délibération et les propos concernant les finales. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais vous présenter rapidement la décision modificative numéro 2. C'est vraiment l'exemple de ce que j'appelle les DM-balais, c'est-à-dire les décisions modificatives de fin d'exercice qui permettent de toiletter les comptes pour terminer correctement les années. Vous avez une première délibération pour la section d'investissement à hauteur de 324 516,37 €. Et la section de fonctionnement, 136 381 €. Donc ce n'est pas une EDM à zéro comme la précédente, parce que nous avons eu des recettes qui ont été encaissées, et nous en tenons compte, bien sûr. Je ne vais pas reprendre la totalité des opérations, je vais vous donner simplement quelques éléments. Sur les recettes de fonctionnement,
Nous avons un ajustement sur les fiscalités directes et indirectes, DGF, FCTVA. Pour les dépenses de fonctionnement, nous avons eu un ajustement de la prévision du FPIC suite à sa notification, puis des ajustements d'intérêt de la dette et des ICNE. Sur les recettes d'investissement, nous avons eu un certain nombre de subventions, notamment du conseil départemental, Judith, je le note bien volontiers. Si vous voulez le détail, je pourrais vous le donner, mais je ne vais pas allonger le propos. Mais également des recettes de la région et des recettes de l'État, notamment le fonds vert. Nous avons déjà prévu les restitutions des 8 parts sociales de la SPL Façonnéo, que vous avez expliqué dans une délibération précédente que nous sortions de cet organisme public, cette société publique locale. C'est quelque chose donc, que nous avons statué, c'est le département qui prendra notre suite. Le Façonnéo devrait statuer début au 1er décembre et cette opération devrait se dénouer d'ici la fin de l'année. Nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle pour le FCTVA qui est à moins 13 000 euros. Voilà, les réductions de recettes. Pour les dépenses d'investissement, un ajustement des crédits sur les opérations. Alors il y aura 3 délibérations qui suivent la mienne, la 3, la 4, la 5, qui vous savez qu'il faut prendre des délibérations pour prendre en compte les nouveaux niveaux de crédit de paiement. Donc ce seront les délibérations numéro 3, 4 et 5. Le centre ancien, complément de crédit de 120 000 euros. Les façades de l'église Saint-Vincent sont basculées, les travaux sont reportés en 2026, donc moins 50 000. L'opération 42 bâtiments divers, les travaux de façade de l'église, de l'ASCO, presbytère, à la suite de la démolition du presbytère, plus 105 000. Et les travaux de voirie et d'autres travaux complémentaires de signalisation, notamment. Donc voici pour l'aspect budgétaire. Les travaux pour compte de tiers, nous avons, et je vais vous présenter une délibération un peu plus tard sur le sujet qui explicitera tout cela. L'ajout de dépenses pour un BET Axiolis qui va nous faire le diagnostic qui permettra de déconstruire le bâtiment du 6 rue Maréchal Foch. Je termine avec 2 opérations d'ordre. L'ajout de crédit pour l'amortissement de subventions transférables, ça c'est bien technique. Voilà, monsieur le maire, rapidement rapporter cette décision, cette dernière décision modificative de l'année. Merci des précisions commentaires. Madame Péquier. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, juste peut-être une demande de précision sur le projet qui concerne le réaménagement à la secours de l'espace qui a été détruit avec le presbytère. C'est une question qui est restée en suspens lors du dernier CIV. Est-ce que vous pouvez donner des informations? Alors, ça va être des CIV auxquels je n'ai pas participé. Exact. Très certainement, parce que lorsque j'ai posé la question pour savoir si ma présence était souhaitée, on m'a dit que non. Les membres du CIV font au mieux dans le cadre de la campagne électorale. On ne va pas se battre sur ce terrain-là. Moi, je repose juste la question. Je suis étonné que des questions qui concernaient le village, la gestion jusqu'au mois de mars, aient été abordées au CIV, parce que jusqu'à maintenant, j'étais chaque fois invité et je m'en expliquais. Là, lorsque j'ai téléphoné pour savoir si je devais me présenter et qu'il y aurait des questions qui concernaient le village, on m'a dit que ce n'était pas la peine, que cette réunion avait lieu pour organiser un débat citoyen dans le cadre municipal. Donc si la question a été posée, je réponds volontiers à cette noble assemblée, mais je ne vois pas pourquoi ça a débordé là-dessus ce soir-là. Non, ça n'a... Excusez-moi de vous couper la parole, excusez-moi. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est la question qui restait en suspens au niveau du CIV. Évidemment, si on ne m'invite pas, ou si on n'invite pas Alain, ou si on n'invite pas Hélène, on ne peut pas répondre. Donc je vais répondre à la question. Tout le monde sait qu'il fallait démolir le presbytère. Cela a été fait. Donc on va récupérer l'emplacement. On sait tous aussi
à côté du presbytère se situe une parcelle avec un bâtiment qui appartient à l'association CCD de Marseille. Tout le monde sait qu'avec Hélène, je me suis déplacé, Madame Valérie Suarez et Madame Sophie Giraud, nous sommes descendus avenue du Prado pour travailler avec les responsables. Alors c'est pas tout à fait l'association de Marseille, c'est l'association d'éducation populaire du Prado. On a travaillé de faire Saint-Laurent et nous avons convenu d'un achat de la globalité à la fois du bâtiment et du terrain. Un accord a été trouvé avec Valérie et avec Sophie, comme quoi l'association Pierre d'Afflon achèterait eux la partie bâtiment et nous garderons la partie terrain. Pour ce faire, bien évidemment, ils lancent des actions, ils ont déjà lancé pas mal d'actions, pour faire une cagnotte, pour pouvoir acheter tout à fait tranquillement ce bâtiment. Et nous, une fois qu'ils auront acheté ce bâtiment, en faisant les travaux peut-être qui seront nécessaires, bien évidemment, on a un projet de place publique là-dessus, qui n'est pas totalement défini, pas encore totalement défini, mais il sera fait dans le courant de l'année 2026, puisque dans les prévisions budgétaires, il a déjà été programmé un investissement sur les travaux. Voilà. Et bien voilà, merci, c'est une réponse à leur apporter, mais vous savez, ils ont simplement réagi avec leur cœur quand ils ont vu cette façade de l'église qui forcément impacte le centre du village et ce qu'ils avaient connu. Voilà, mais ils ont très honnêtement dit les choses. Voilà, aujourd'hui, on ne pourra pas à l'Assemblée apporter de précision parce que nous avons pris la responsabilité de dire au maire de ne pas être présent. Donc vous les connaissez certainement mieux que moi, les gens du CIV et du bureau du CIV de l'ASCO. Donc vous ne pouvez absolument pas remettre en doute l'honnêteté et la sincérité du fonctionnement de ce bureau-là. L'explication que j'ai apportée ce soir, je les aurais fournis, comme j'ai toujours fourni avec Alain, avec Hélène, lorsque nous sommes montés dans les réunions. Il y a complètement la transparence sur ce dossier. On peut même vous dire d'ailleurs, Alain, tu me le confirmes, qu'il y a un projet de... Il n'y a pas un projet, il y a la réflexion des façades va commencer. Non, mais je suis surpris quand même, Lynn, parce qu'avant la réunion du CIV, ils m'ont demandé audience, hein, les responsables. Des responsables. Et je leur ai expliqué ce que vient de dire le maire. Donc je ne comprends pas qu'ils ne voulaient pas dire ça. Ils ont juste dit que le projet, les mêmes propos que monsieur le maire, que le projet n'était pas tout à fait défini, mais par contre on leur a apporté l'élément de réponse comme quoi il va être budgété en 2026. Oui, voilà, ça, effectivement, ça n'a pas été dit. Et on a trouvé un accord en plus pour la façade, puisqu'on va enlever les grandes ferrailles qu'il y a. J'ai fait jouer certaines relations avec la société qui nous a fait l'expertise. Donc là, on va mettre des cibles à l'intérieur de l'église et regarder pendant quelques mois si ce mur qui était construit entre le 10e et 11e siècle tient bien la route. Voilà. Concernant cette EDM, on adopte. Abstention, on adopte. Deuxième délibération. Gilles, tu continues s'il te plaît. Oui, il s'agit de, donc vous êtes habitué à cela, c'est une ouverture anticipée de crédit sur le budget principal 2026. Bon, je n'y reviens pas, il suffit de lire, hein, je vous laisse prendre connaissance du dossier. Vous avez l'habitude de cela, ça vous permettre de payer ces dépenses dès le 1er janvier avant l'intervention du budget primitif de l'an prochain. Je pense que ça n'apporte pas la précision de couverture, vous l'avez compris, c'est pour faire fonctionner la commune. Abstention aussi, ou vous votez pour? Non. Vous votez pour? Je vous remercie. Troisième délibération, évidemment. Annoncé à un PCP justement sur l'église de Saint-Vincent. Autorisation de programme et crédit de paiement pour l'opération de rénovation des façades de l'église Saint-Vincent. Révision numéro 5. L'église Saint-Vincent étant l'église de Roquevert. Considérant qu'il y a lieu de réviser cette autorisation de programme, il est proposé la révision numéro 5 de l'autorisation de programme et crédit de paiement selon le tableau ci-dessus. On a simplement fait glisser la somme que vous avez maintenant sur
2026, qui était sur 2025. Mais vu les incidents et ce qui s'est passé en fin d'année chez nous, on n'est pas capable de le faire sur cette année. Voilà. Vous devez rencontrer les entreprises et les architectes le lendemain du décès de M. Incampé. Précision des commentaires. Et pour la PCP qui s'assied, tout le monde est pour, je vous remercie. S'appuyant de déclaration, c'est Christian, la PCP, sur les plages de Livourne, Christian. Oui, cette APCP, c'est en fait la région numéro 8 qui concerne le réajustement de lignes budgétaires affectées dans ce projet. Vous avez pu voir d'ailleurs en ligne, grâce à un film réalisé par la Société Communication, désormais se balader le long des berges de Livourne jusqu'après la clinique Saint-Laurent. Donc là, compte tenu des recettes qui sont arrivées, il y a un réajustement qui permet de proposer cette APCP avec moins de dépenses vu les recettes anticipées. Les précisions des commentaires. Madame Lossemont. Évidemment, on remercie le département pour son soutien. C'est bien de le dire. Vous pouvez applaudir, ouais. C'est dit dans la délibération murale, effectivement, il y a 53 963 euros reçus en recettes pour un projet global de 940 000 euros. Sur cette partie 2. On adopte la PCP à l'unanimité, je vous en remercie. Cinquième délibération, Hélène. Eh bien, c'est la PCP cette fois pour la rénovation du centre ancien. Et donc, c'est la révision numéro 6. Et là encore, ben, voilà, on modifie un peu les montants. 2025, on a effectivement à l'intérieur de notre centre ancien la rue de la Creille, en l'occurrence. Et voilà. Et donc on continue cet aménagement de notre beau centre ancien. On fait un beau jour de boulot pour Albert, on y fait le cadeau. Voilà. Concernant la PCP, Il a eu de boulot, de boulot à buvette. concernant la PCP, des précisions des commentaires. Juste un petit coup. Madame. Juste un petit commentaire. C'est pas un commentaire d'ailleurs, c'est une petite question. Il a dit. Non, je voulais juste savoir si on avait résolu le problème de la fontaine, qui est régulièrement vandalisée, c'est-à-dire que l'eau est pompée, la pompe grille, etc. C'est le grand dilemme que l'on a. Ça fait la troisième pompe qu'on change. Oui, je sais. Je ne sais plus. Il y a des caméras un peu de partout. Je ne sais pas. Il faut que je les étrangle ou que je ne sais pas quoi faire. Réellement. L'eau, on a beau l'expliquer, on a mis un panneau en disant que c'était une eau recyclée par un système, ben, il me pompe toujours l'eau. Il vient de prendre l'eau. Et avec les caméras, on voit. Non, on ne voit rien dessus. On voit rien. Il n'y a pas de fuite. Ils sont plus malins que nous. Comment? Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Non, de fuite, non. Elle a été refaite de l'intérieur. Avant qu'on mette ça, on a refait la fontaine. Non, mais oui, c'est un sacré problème. Ben oui. Moi, je pensais que ça allait marcher. Ça ne nous donne pas envie d'en mettre d'autres, entre parenthèses. Donc, pour économiser Oui, j'avoue, c'est l'eau, décevant. on est tous soumis à ça. Maintenant, je ne sais pas. S'il y a un autre système, si on peut inventer quelque chose, je ne sais pas. Une fontaine de sable. On est quand même à la troisième fois. On adopte à l'unanimité, je vous en remercie. Sixième délibération, on passe encore à la juge. Oui, merci monsieur le maire. Alors c'est une... bon, je vais essayer de vous l'expliquer, peut-être pas dans le détail parce que je trouve que la délibération est très bien rédigée et explique tout sur cette affaire qui remonte à 2018. Donc c'est un immeuble qui a été frappé par une série d'arrêtés de péril graves qui a mené à cet effondrement. Donc c'était pris par le maire régulièrement. C'est une affaire qui date, qui était préalable au mandat, précédent au mandat. On arrive maintenant peut-être au bout de l'opération, parce que c'était très long, sans en face des propriétaires qui sont
disons, qui ne facilite pas les choses. Je pratique la litote là, ce soir. Donc, on arrive à une situation où il faut bien que, même si les propriétaires sont négligents, faire quelque chose. Alors là, compte tenu de l'urgence et de la gravité du péril. Donc la réglementation nous permet de payer par anticipation, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui va payer directement tous les intervenants, généralement c'est des experts, des bureaux d'études, du BET aussi, avec la possibilité de se retourner contre les personnes qui auraient dû payer à notre place le mois venu. Alors, nous arrivons au bout de la procédure, mais ce que je passe sur les détails, donc nous allons, par cette délibération, pouvoir payer un BET, un bureau d'études techniques qui s'appelle Axiolis, qui va nous déterminer la possibilité de déconstruire cet immeuble dans les normes pour éviter toute difficulté dans le secteur urbain. Donc ce serait très dangereux si on avait un effet domino. Donc c'est quelque chose qui va être étudié très précisément. Donc nous allons payer par anticipation. Et c'est une opération de compte de classe 4, je ne vais pas rentrer dans la mécanique, parce que c'est pas tout à fait du budgétaire, puisque ce n'est pas une dépense de la commune. On paye pour un compte d'attente. Et le moment venu, puisqu'on pense que le propriétaire du terrain le vendront, on espère récupérer la totalité, au moins une partie des sommes qui ont été engagées par la collectivité pour leur compte. Je ne sais pas si je sais bien clair. Enfin, au total, vous voyez en section un tableau récapitulatif, la section d'investissement dépenses et recettes, c'est pour ça que c'est équilibré, parce qu'on va y mettre un titre en recette, le moment venu, pour 44 516,46 €, qui est pour l'instant le montant total des dépenses auxquelles nous sommes parvenus. Je ne sais pas si j'ai été clair, si vous posez des questions. Je répondrai bien volontiers. Tout à l'heure, j'ai très bien compris votre explication, c'est pas sur ce sujet que je voudrais intervenir, c'est juste simplement sur la partie juridique, c'est-à-dire ça en est où au niveau des procès, de tout ce qui a été entamé depuis de nombreuses années. Je sais qu'il y a eu un verdict qui donnait plus ou moins des pourcentages de responsabilité dans cette affaire, ça en est où? C'est toujours la date. Il y a eu appel, il y a eu... On est toujours à la date. Avec les procédures engagées par la famille Médoux, c'est excessivement compliqué, parce que nous, on n'y est pas pour grand-chose là-dedans, nous sommes simplement copropriétaires d'une salle de bain au premier étage de 8 mètres carrés. Et cet immeuble, et bien évidemment, on n'est pas du tout partie prenante, on compte les points entre Logique Méditerranée, qui a été le constructeur, le démolisseur qui a été SD Démolition, Alain Funel, le constructeur qui a été Comet Paca, et tout le monde se renvoie la balle, comme bien souvent, parce que bien sûr, il y a des intérêts en jeu. Nous, on a une vraie réalité, c'est que depuis 2018, ça fait maintenant 7 ans, on a un bâtiment qui menace notre village. Heureusement que dernièrement, avec une très grande honnêteté, les frères Medjou m'ont signalé qu'il y avait eu un bruit un soir dans cet immeuble qui est inhabité, inhabitable, et on a fait intervenir M. Pirot, qui est l'expert, qui avait été nommé en 2018, des experts nommés en 2018. Et quand il est revenu 7 ans plus tard en Roquevert, il a même été étonné que l'immeuble soit toujours debout. Donc il a dit non, là ça ne peut plus durer, il faut démolir. Donc on a pris un arrêté de péril, disant qu'il faut démolir. Mais comme l'a très bien expliqué Gilles, bien sûr, démolir dans le vieux village, il y a des préconisations techniques qui ne peuvent être données que par un bureau d'études. Parce qu'on peut avoir un effet domino, il faut savoir comment on fait. En gros, je dis souvent, on va démolir à la petite cuillère, mais c'est le cas, c'est ce qu'il faut faire. Mais bien évidemment, le BET Actioniste nous demande de payer leurs prestations de manière à ce que nous, on puisse la transmettre au syndic, parce que là, ce n'est pas la commune qui gère. Comme c'est une copropriété, nous, on est copropriétaire pour 21 millième, le restant étant les divisions au même jour. Donc, c'est le syndic qui ensuite va mettre en œuvre
en faisant un appel de fonds, où très certainement encore on enverra la main à la poche, pour entamer la démolition. Mais on est dans le cadre de la sécurité publique, vous l'avez bien compris, un immeuble qui menace une ville ou une marché proche, on ne peut pas laisser faire. Donc on va continuer à avancer. Après m'avoir donné l'autorisation de régler cette somme-là, on devrait avoir dans les jours qui suivent les préconisations de démolition qui seront soumises au syndic, qui va faire une assemblée générale où on décidera de faire des appels de fonds, de choisir une entreprise. On est reparti pour encore un bon petit moment. C'est vraiment passé. Donc merci. on est en attente. Merci. Juste donc, suite au verdict, les entreprises n'ont pas été d'accord sur le jugement. Elles ont fait appel ou pas? Ah, c'est toujours un cours. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait appel à une décision, des premières décisions Ils ne sont pas d'accord sur les indemnités. D'accord. À payer, à ne pas payer. Donc, Parfait. sachant quand même que sur un point qui est excessivement important, qui est le fait que les divisions Medjou disaient que Logis Méditerranée avait pris un bout d'une propriété de leur appartement. Là, c'est sûr que ça a été jugé. Logis Méditerranée, comme PACA, SD Démolition, sont bien intervenus sur un périmètre que j'avais moi-même acheté dans le cadre du règlement de la succession Maurras, que les anciens ici connaissent bien sur Roqueberra. Donc, ce qu'on a vendu nous, c'était bien nous, il n'y avait pas dedans de l'indivision Medjou. Voilà. C'est ce qui a été compliqué dès le départ. Il y avait effectivement un escalier dans l'ancienne maison Maurras qui permettait d'accéder à la maison Medjou. Il y avait une ceinture de passage et donc pas le droit du sol. C'est très compliqué. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse Madame Dosselot? Oui, merci. Oui, j'avais juste deux petites questions. Hein. Ce sera court, je te rassure. Si j'écoute votre explication, vous allez attendre donc le rapport du BE. Il est fait. Mais alors pour la démolition, vous avez prévu des délais? Parce que dans l'expertise, c'est marqué fin novembre. Bien évidemment. Le problème, c'est que l'expert avait demandé à ce que l'immeuble soit démoli avant la fin d'année. C'est ça. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. D'accord. Donc vous allez attendre la fin des études. Non, elles sont faites, les études. Là, on va payer les 18 000 € pour récupérer le rapport du BET qui va donner les préconisations pour démolir l'immeuble. On va transmettre ce rapport au syndic qui va nommer une assemblée générale de manière à ce qu'on puisse faire un appel de fonds. Parce que bien évidemment, pour démolir ce bâtiment, ça va coûter. On en est à 40 000, mais on risque de doubler la somme. Vous n'avez pas des aides? Il n'y a pas d'aide? Peut-être le département. Non, je pensais plutôt à l'ANA, mais bon, le département fait beaucoup de choses, mais bon. Non, je pensais plutôt à l'ANA. Vous ne pouvez pas tout faire. Et dans tous les cas, ensuite, nous, comme je vous le disais, on est soumis à l'autorité, je vais employer ce terme-là, du syndic, parce qu'on est copropriétaire. Si la communauté maître d'ouvrage, je vous garantis que ça ferait un moment que l'immeuble serait par terre. Allez, on saurait faire. Mais là, malheureusement, les choses, il faut faire. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que vous avez une cartographie à la mairie pour savoir quels sont les immeubles ou s'il y en a d'autres qui sont justement en mauvais état? On en a deux. On en a une avec l'élastique et l'autre non mouillé. Parce que vous vous doutez bien que c'est impossible à savoir quel immeuble va tomber, quand il va tomber. Ça s'appelle une cartographie, c'est pas non plus... Vous avez des cartographies faisant état, si vous voulez, de périmètre d'habitat insalubre. Mais vous pouvez avoir une maison insalubre qui est solide et une maison neuve qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Dans ce domaine-là, on travaille l'élastique et on doit mouiller. Parce qu'on ne sait pas, vous savez, j'ai eu la chance ou la malchance quand il y a eu le trou qui s'était créé sur la route qui monte au Tablière et que mon ami Manuel Gouvernal connaît bien, de discuter avec un des plus grands experts géologues qu'il y avait à l'époque. Et je lui ai dit, monsieur l'expert, est-ce que ça va s'écrouler? Il m'a dit oui, ça va tomber. J'ai dit calme. Il m'a dit ou dans une demi-heure ou dans 200 ans. Non, mais c'est pas ça la question, monsieur le maire. Normalement, pas de cartographie. D'accord. Merci. Mais la cartographie, elle vient quand il y a des signalements. Au fur et à mesure, On n'invente pas. Non plus. Après, donc, est-ce qu'on est d'accord pour faire une avance? Une avance. Unanimité, je vous en remercie. Donc,
qu'on passe à la 7e délibération, à Gilles, retenue de garantie, Oui. s'il te plaît. Oui, c'est pas banal. C'est pas banal. Je ne pourrais jamais rapporter une délibération de ce genre. Alors, il faut que je vous explique. Dans le cadre d'un marché public, je pense que c'est assez amusant, dans le cadre d'un marché public, il y a une garantie qu'on appelle une garantie de parfait achèvement, que connaît bien Alain. Et dans le cadre de cette garantie, la collectivité retient une garantie de 5% chaque fois qu'elle verse une acompte. Et donc, à la fin de l'opération, s'il n'y a pas de réserve, et un an après la clôture, la livraison du bâtiment, la fin de l'opération, la retenue de garantie est débloquée. Donc ces 5% sont débloqués et sont rendus à l'entreprise. Voilà le principe. Alors il y a quelque chose, tout de suite, vous savez, on est en France, donc ça se complique tout de suite beaucoup. Les entreprises sont parfois choisir le système de la caution. Dans ce cas, la retenue garantie ne s'applique pas. C'est le cas maintenant le plus courant. Bon, là, nous sommes dans une situation où cette retenue s'est appliquée et elle se monte à 3 092,16 €. Elle est dans un compte d'attente, c'est-à-dire un compte de classe 4, là aussi il n'est pas budgétaire, dans les écritures du comptable public, du service de gestion comptable, comme on dit maintenant. Un an après, l'entreprise a disparu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'entreprise a disparu, par définition, on ne peut pas rembourser. Cette entreprise a vraisemblablement été liquidée. Donc, un liquidateur a été sans doute désigné, mais il n'a pas vu cette retenue de garantie. Donc, normalement, l'entreprise doit nous demander de lui rembourser cette somme. Mais cette entreprise n'existe plus. Au bout de 4 ans, vous savez qu'on a l'application de la déchéance quadriennale, c'est-à-dire qu'une créance à l'encontre d'une collectivité s'éterne 4 ans. Alors on va la récupérer tout simplement, c'est-à-dire que ça va faire une recette de 3 092,16 € pour la collectivité, pour la commune de Roquevert, et étant entendu qu'on ne réclamera jamais cette somme vu que l'entreprise a disparu. Voilà, c'est assez cocasse, je vais présenter d'ailleurs un peu. Voilà, monsieur le maire. Merci. Tout le monde est d'accord, je pense, pour récupérer les 3 900 €. Donc, unanimité. Hélène, je vais te passer la parole. Ça concerne la 8e délibération concernant le RIF 7. D'ailleurs, pour un bon moment. Alors, concernant le RIF 7, on a l'IFSE. Tout le monde maintenant sait ce que c'est. C'est-à-dire la fameuse indemnité qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de nos agents. Il se trouve que régulièrement, nous avons des CST, nous prenons des CST, le comité social territorial. Le dernier date du 30 septembre 2025, où on a eu effectivement des échanges avec nos agents. Alors, ce sont bien sûr les représentants du personnel. Et ces échanges se sont portés sur les modalités de versement de cette IFSE en cas de congé maladie, d'accident de travail et de maladie professionnelle. Et donc, nous ont demandé en fait de maintenir. Alors, on a effectivement discuté avec eux. Et dans l'article 1, effectivement, d'un commun accord avec eux, nous avons modifié l'article 1 concernant donc l'IFSE. Alors, c'est deux points parmi les 4 de l'article 1 que vous avez en bas de page, à savoir le maintien de l'IFSE à hauteur de 90%, parce que c'est la loi, en cas de congé de maladie ordinaire pendant une durée, cette fois maximale de 5 jours. Et le maintien à 100% pendant une période maximale de 30 jours, donc pour les congés liés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ou congé de longue maladie, grave maladie et longue durée. Voilà, donc ça permet effectivement d'aller dans le sens et de venir en aide, bien évidemment, à nos agents pour pas qu'ils
faisait la double peine, on va dire, même si voilà, c'est quand même c'est une avancée, on va dire, et pour eux c'est une très bonne chose. Et sachant que ces dispositions prendront effet le 1er janvier 2026. Des précisions, des commentaires? Bah, il est en CST. Juste une précision, s'il vous plaît. En fait, aujourd'hui, on vote. Qu'est-ce qu'on vote exactement aujourd'hui? Non, mais on a déjà voté, comme vous l'avez précisé en. Non, mais On a modifié. pourquoi systématiquement, quand je pose une question, c'est désagréable? En fait, c'est dans Est-ce que le c'est juste une mise à jour de l'article? C'est tout simplement une réécriture du. Bon, voilà. C'est des incidences financières, en fait. Avant, ils n'avaient pas de jours, 5 jours. Aujourd'hui, on leur accorde 5 jours. On modifie le système. Avant, ils n'en avaient pas. Et là, pour le maintien, lorsqu'ils sont en maladie professionnelle ou en accident de travail, eh bien, on va leur maintenir pendant 30 jours. Donc, il y a un impact financier. Voilà, mais j'ai le droit de poser une question? Non, mais bon, voilà, c'est ce qu'on vote, on vote une délibération concernant la réforme de l'IFSE. Bon, voilà. Merci, c'est bon? C'est clair. Alors, je crois que Tout le monde est... Mais on va voter déjà. Oui, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour modifier ça? Je vous en remercie. Unanimité. On passe à la police municipale parce que oui, on a un poids différent. Parce que en fait, ce qu'on fait pour les agents eh bien, on l'applique bien sûr à la police municipale, sachant que c'est pas régi de la même façon. Hein. Alors, bien sûr, ils ont un IFSE, mais vous avez tous remarqué que là, on parle d'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Dans la filière police municipale, c'est un peu différent. Mais pour qu'ils puissent bénéficier de la même chose que leurs collègues de travail, eh bien, on fait, Madame Bestemont, donc pareil, mais cette fois, c'est dans l'article 5, dans les 4 petits points que vous avez les 2 points, maintien à hauteur de 90%, pour en cas de congé de maladie ordinaire sur 5 jours, et pour le 100%, concernant donc les accidents de travail, maladies professionnelles, congés de longue maladie, graves maladies et longue durée, eh bien on passe à 30 jours. On leur maintient pendant 30. C'est une avancée pour eux. Là aussi, ça a été en CST, les discussions avec eux, bien évidemment. Même vote, je suppose. Même vote, c'est adopté l'unanimité. Je vous en remercie. 10e délibération, modification de la charte d'un travail au niveau des ASA. Oui. Alors, les ASA, vous savez, c'est les autorisations spéciales d'absence. Alors, je ne sais pas si vous avez lu l'annexe, mais il y avait à la page 14, bon, on ne l'a pas lu parce que ça faisait beaucoup de papier, hein, bon. Mais dans la page 14, on a effectivement des autorisations spéciales d'absence, comme par exemple des décès brutals dans une famille, l'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint, etc. Et donc là, pareil, lors du dernier comité social territorial du 30 septembre, il y a eu aussi une discussion parce que en fait, lors de leur congé annuel ou des RTT, les ASA n'étaient pas attribués aux agents. Et donc maintenant, il sera possible effectivement de le faire. Hein, c'est-à-dire s'ils sont en congé et qu'ils perdent quelqu'un, ils peuvent arrêter leur congé et bénéficier donc de ces ASA. Et ensuite, ils reprennent éventuellement leur congé. Je pense qu'on était tous d'accord d'aller dans ce sens-là pour leur venir en aide, bien évidemment, dans ces moments difficiles. Vous êtes d'accord? Unanimité, je vous en remercie. 11e délibération, mise à jour du tableau des effectifs. Ah ben ça, vous avez l'habitude. Hein. On y va. Donc, c'est le fameux tableau des effectifs. Vous savez qu'on tient compte avec notre service des ressources humaines pour qu'on ait les comptes les plus justes possibles. Donc, la première partie, il s'agit de supprimer les emplois qui étaient vacants. Hein, donc, il y avait personne sur les postes. Donc, on a fait un toilettage et vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal. Ensuite, pour permettre les avancements de grade de nos agents, il faut bien sûr créer des emplois qui correspondent à leur avancement de cadre. Ils sont là, hein,
également dans le corps de la délibération. Et puis, il fallait également, pour la nécessité de service, alors créer cette fois des emplois. Et vous avez bien évidemment le détail qui est juste en dessous. En fait, chaque fois, c'est pour coller au mieux de nos besoins et des départs ou des avancements. C'est toujours pareil, le principe. Merci Hélène. Les précisions des commentaires, Madame Nossomo. J'ai bien observé que dans cette délibération, on allait nommer un chef de service de la police. Et oui. Donc, je ne peux que s'en féliciter. Et oui. Bien que le service soit un petit peu faible, mais bon, ça, c'est juste que on amuse. Mais la qualité est là. Bon, alors, je suis rassurée alors. Il va y avoir une politique. Est-ce que vous pouvez m'apporter des précisions sur si c'est une promotion interne ou si c'est un recrutement de l'extérieur? À savoir quand même que dans la délibération, il faut faire attention parce que le poste de chef de service de la police municipale ne peut pas être occupé par un contractuel. Donc, Merci. c'est marqué quand même dans votre... C'est marqué. Merci de n'importe quoi de dire. Je vous dis juste que c'est marqué dans votre délibération. Voilà. Exactement. Vous l'avez mise, hein? C'est vous qui l'avez mise. Après, Précisez-le en tout cas, parce que quand on veut être chef de la police, ça ne peut pas être un contractuel. C'est marqué un peu plus bas. bon, on est d'accord? On est d'accord. Eh bien, c'est parti. Allez. Adopté à l'unanimité. 12e. Le recensement. Très important. Très important. Alors, je vais en profiter là pour causer un peu quand même. Je vais en profiter pour rappeler l'importance du recensement, à la fois au niveau, j'allais dire, national, mais aussi, bien sûr, au niveau de la commune. Alors, nous, ça nous intéresse au niveau de la commune, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ce recensement. Alors, le recensement, c'est une photographie à un moment donné. Donc, ce recensement, il va se faire en 2026. Ça ne nous arrange pas forcément parce qu'il y a des élections au milieu, mais bon, on a l'habitude de mener tout de front, donc on mènera ça aussi de front. Et de toute façon, c'est tellement important, effectivement, qu'il faut qu'on le fasse. Alors, c'est une photographie qui permet ensuite d'organiser la vie locale. Alors, c'est très important parce que peut-être ici, certaines ne le savent pas, mais je vais le dire. Par exemple, grâce au recensement et au nombre de personnes, on sait combien on va avoir, par exemple, d'élus pour le conseil municipal. Donc ça dépend du nombre de personnes qu'on a, bien sûr, sur la commune. Sur l'implantation des pharmacies aussi, par exemple. Donc c'est très important de connaître effectivement ce recensement. C'est également là pour anticiper les besoins de demain, c'est-à-dire des besoins en matière de logement, des besoins en matière de services publics, des besoins en matière d'infrastructures, donc tout ça, et de transport, donc, tout ça, c'est très important, et le recensement, donc il faut qu'il soit fait de façon rigoureuse. Donc, on recrute pour ça des personnes. On en a recruté déjà une vingtaine. Et dans le corps de la délibération, vous avez leur rémunération, bien sûr, parce qu'il va falloir les payer. Sauf que nous, on n'a pas le chéquier, on n'a pas la carte bleue. Tout ça, c'est payé, bien sûr, par la perception. Enfin, ça s'appelle comme ça. C'était exactement le service de gestion comptable. Et donc, c'est très important aussi pour la DGF, vous savez, cette fameuse dotation globale de fonctionnement, et on en a aussi besoin. Donc, le recensement est très important. Et on appelle, donc j'en profite ici pour dire que si on pouvait, alors on va le faire dans le journal aussi, mais si effectivement les personnes ne pouvaient pas fermer leurs portes, à nos agents recenseurs, ça serait très bien. Et je crois qu'ils ont la possibilité aussi de le faire maintenant par Internet. Donc si vous ne voulez pas ouvrir votre porte, eh bien vous allez sur Internet et vous le faites.
voilà, défini. Alors, juste une question par curiosité, c'est le cycle des 6 ans, c'est immuable ou ça peut varier? Non, il y a des complémentaires en total. Ouais. C'est C'est 5 ans. Mais il y a des décalages par rapport au produit. Ah. Non, parce que je faisais qu'ils faisaient exprès de le faire en pleine élection et qu'on aura le chiffre de la Ouais, ça commune. nous arrange pas. Hein. Exactement, parce que pour les mandataires financiers ou le choix du type d'élection, Ben, la exactement. nuit à l'habitant Et on n'a pas la réponse. c'est pas la même. Et on le saura au dernier moment, on le fera au C'est 31 décembre ou début janvier. Voilà. Compliqué, quoi. C'est bien Monsieur dommage. Bénézat. Juste pour information, rapidement, hein, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'âge de recensement. Il faut savoir que Mathieu et moi, on a connu l'évolution de ce métier-là, parce qu'en 2015, j'ai été agent recenseur, donc effectivement, il y a eu beaucoup de portes ouvertes. Et je crois que Mathieu, en 2020, avait un peu plus de difficultés. Donc, maintenant, il y a cette solution de le faire en ligne, donc n'hésitez pas juste à le faire en ligne, ça aiderait vraiment les agents recenseurs qui font des tournées et des tournées sans arrêt. Moi, j'ai fait Saint-Dominique jusqu'à Capien, et c'était un gros secteur à courir. Donc voilà, c'était juste par précision. Merci. On est d'accord, bien évidemment, pour une situation d'embauche unanimité. Je vous en remercie. 15e délibération, elle continue, c'est un avenant au groupe d'assurance statutaire. Oui, alors le groupe d'assurance sur les listes effectivement statutaires. Alors, petit déséquilibre constaté sur les années 2023-2024 et donc la compagnie pour laquelle on est assuré, CNP, propose donc de revoir les conditions du contrat à compter donc du prochain du 1er janvier 2026. En fait, donc les déséquilibres, voilà, on a plus de dépenses. Et donc, voilà, il faut qu'on fasse un avenant. Et vous voyez que dans la dernière partie de la délibération, on vous a mis que les garanties suivantes, mais avec un taux de remboursement des indemnités journalières qui vont passer donc de 100% à 80%. Bien sûr, c'est pour nous, voilà, pour rééquilibrer en fait les conditions. Chaque fois qu'on a des accidents de travail ou des maladies, bien évidemment, on s'assure et on paye. Voilà. Et là, on a eu 3 lourds accidents de travail et ça a posé. Donc, on rééquilibre comme ça. On est d'accord pour conclure l'avenant, on vote unanimité, je vous en remercie. 14e délibération, après il sera terminé. Oui, parce que j'espère. Alors, c'est l'adhésion à la convention au pôle santé. Ça, vous êtes un peu au courant parce qu'on en avait déjà parlé. C'est tout ce qui est médecine professionnelle et préventive au travail pour les années à venir, 2026-2027. Ça se fait, c'est une convention qu'on signe avec, pour 2 ans avec le centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Donc la commune va, la participation de la commune va être fixée à 80 € net de taxes donc par agent pour la médecine professionnelle et préventive. Pour vous donner en fait, par rapport à avant, c'était 65 €. Donc on met un peu plus. De 65, on passe à 80. Vous êtes d'accord? Unanimité, je vous en remercie. 15e délibération, en ligne, Merci. Alors ce soir, on va observer cette délibération qui porte sur l'octroi de la protection fonctionnelle à un adjoint pris pour cible lors de l'exercice de ses fonctions, en l'occurrence notre ami Alain Gracien. Depuis que je suis élu avec cette noble assemblée, c'est la 4e fois qu'un élu est agressé dans le cadre de ses responsabilités. En 2025, le fait d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, justement, semble devenu un problème. Parfois même une source de tension, c'est quelque chose à la fois triste et révoltant. Je demande ce soir à l'Assemblée l'octroi de cette protection à l'adjoint délégué aux travaux. Cependant, j'ai retrouvé un communiqué publié par le groupe Mieux Vivre Roquevert le 13 mai 2027. Et je l'ai relu avec attention. Les 2 premiers paragraphes partent bien et fait le constat clair. Aucune violence verbale ou physique envers les élus n'est acceptable. Je l'ai pris pour qu'on puisse l'observer si jamais en pièce jointe. Les 2 premiers paragraphes partent bien et fait le constat clair. Aucune violence verbale ou physique envers les élus n'est acceptable. Nous partageons totalement ce principe. C'est la base même de la démocratie et je pense que ce soir, c'est d'autant plus important. Or, dans ce communiqué, le dernier paragraphe change de registre. Il ne se contente plus de condamner l'incident, il ajoute d'autres accusations. Cette violence verbale, c'est exactement ce que j'appelle le réflexe du « en même temps ». On condamne, mais en même temps on ravive le conflit.
On appelle au Vous permettez juste. Je termine, Non, je t'interromps, Amine, parce que je ne vois pas. On appelle au Mais respect. je ne vois même pas dans l'ordre en du même jour. temps, on ajoute de nouveaux ingrédients à la marque. Il est d'ailleurs utile de rappeler ce que recouvre réellement la notion de violence verbale. La violence verbale, ce sont des insultes, des menaces, des propos dégradants ou humiliants dirigés contre une personne. Ce ne sont pas des critiques politiques, ce ne sont pas des désaccords d'idées. C'est parfois un débat qui est parfois vif. C'est l'atteinte personnelle, l'agression sonore ou écrite qui vise à blesser quelqu'un, pas à en discuter les sujets. Et dans ce domaine, le poids des mots compte. Il ne suffit pas de balancer des mots à droite à gauche pour les galvauder. Donc c'est pour ça que ce soir, je vous demande à ce qu'on octroie la protection fonctionnelle. J'étais un peu long, je suis désolé, il fallait que je remette les pendules à l'heure. À notre ami Alain Grassia. Non mais attendez, on vit dans un autre monde. Nous n'avons pas ces écrits-là à l'ordre du jour. Oui, mais c'est un communiqué que vous avez sorti il y a quelques mois. Mais pourquoi tu ne le mets pas à l'ordre du jour là? Non, l'ordre du jour, c'est mettre... Non, là, tu nous fais part de ton commentaire personnel en plein milieu du conseil municipal, complètement hors sujet, puisque ce que nous expliquons, il n'y a pas à douter de la position qu'on tient. Je ne sais pas. Je te le dis. Vu ce que vous avez écrit, je ne sais pas. Mon cher Alain, la protection fonctionnelle, on va te la voter. C'est très explicite. Mais attention, Mais maintenant, encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre solution que ça? Pourquoi n'y a-t-il pas de médiation avec quelqu'un qu'a priori, Alain, tu connais très bien, c'est un ami? Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi ne pas recevoir ce monsieur avec des tiers? Expliquez-nous alors, explique-nous Alain ce qui se passe. Mais par contre, Amine, ce que tu as fait, c'est hors règlement du concours du conseil municipal. Moi, je le conteste. Et je veux que ce soit écrit dans le PV du conseil municipal de la séance d'aujourd'hui. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le sujet est assez grave aujourd'hui, avec tous les élus qui sont agressés, que ce soit en clair, mais autre part. Il fallait quand même remettre le contexte des mots qui ont été dits. Tout simplement. Donc si vous voulez le contester, grand bien vous fasse. À l'Assemblée, si on arrive à avoir des délibérations telles que celle-là, croyez bien qu'on a déjà fait en amont toutes les tractations possibles et imaginables. Mais quand vous êtes devant un mur, eh ben, le mur ne vous répond pas. Donc si la réponse vient de la justice, elle viendra de... Voilà. Alors, Amine, le courrier que l'on avait fait, c'était communiqué. Le communiqué pour le premier épisode avec la même personne, puisqu'il s'agit de la même personne qui a été cette fois-ci mis en cause. On a bien précisé donc qu'on était tout à fait contre le principe des propos violents. La fin du texte, en gros, on a schématisé, on a simplement dit que dans certains cas, l'attitude et surtout en matière d'urbanisme, c'est ça où ça gêne le plus de monde sur la commune. Quand on vous construit une maison devant votre piscine et votre clôture et que vous ne voyez plus le garde-à-banc, alors que quelques mois avant, on avait bien précisé que cette maison ne pouvait pas être construite, que quelqu'un achète cette maison et qu'on arrive à y construire un mur qui dépasse presque 1,70 m dans la maison. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a raison, je dis que ça peut justifier un état de colère. Après les paroles et en avenir encore moins humain ou de la violence physique, c'est totalement inadmissible. Le seul bémol qu'on a mis, c'est que les gens, surtout que la personne dont on parle aujourd'hui, alors je ne sais pas le cas ce qui s'est passé avec Alain pour le deuxième épisode, mais pour la première partie de cette histoire, c'est une personne qui fréquente le village, qui y est depuis très longtemps, qui fait partie des associations, qui a été présidente du cercle, qui vit à la secours, qui connaît tout le monde. C'est pas un étranger qui a menacé le maire. Il y a eu au départ bien quelque chose qui s'est produit. C'est tout simplement ce qu'on a voulu dire. Ça ne justifie en aucun cas l'attitude de cette personne, au final. Et je lui ai même dit en face, donc ne dites pas qu'on joue sur les mots et que c'est pas du tout le cas. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait, c'était inadmissible, sauf que je peux comprendre ça. Je peux comprendre la colère sur le moment, et peut-être que ces mots, ces paroles ont dépassé ce qu'il voulait faire. C'est tout ce qu'on a voulu,
exprimé par l'intermédiaire de ce communiqué. Et au niveau d'Alain, aujourd'hui, on votera tout à fait la protection juridique pour Alain. Comme le dit le maire, je remets l'église au centre du village. Croyez-moi et croyez monsieur Ménard, c'est pas la première fois qu'on est agressé. Et c'est depuis 18 ans, mais j'en ai à vous raconter, mais sans arrêt. Et on n'a jamais porté plainte. Mais quand ça dépasse l'entendement, quand ça dépasse ma vie privée. Mais on est d'accord. On est d'accord. Et ben voilà. Donc, et on n'a pas porté plainte systématiquement. Il aurait pu porter plainte 100 fois. Moi, la même chose quand je fais des travaux. Donc, on a été patient. Là, on l'est plus. Je le suis plus. Voilà. Je peux rajouter un petit mot parce qu'on va mettre la conclusion qu'Amine a oublié. Ce qu'on a dit, c'est être élu, c'est aussi incarner une certaine éthique politique, une cohérence dans les principes que l'on défend. La violence, quelle qu'en soit l'origine, doit sortir de la vie politique locale. On n'a jamais cautionné quelque violence que ce soit envers un élu, quel qu'il soit. Par contre, je trouve moi aussi que l'attitude de Damien ce soir, en lisant ça, c'est déplacé. Il veut le citer, il le cite dans un autre contexte. Mais ce n'est pas la place du conseil municipal. Ça sera acté dans le procédé en base qui fera le compte rendu de séance. Dans tous les cas, est-ce que nous accordons à Alain la protection fonctionnelle? Oui. Voilà. Donc on va passer à la 7e délibération de rétrocession de parcelles. Mathieu. Oui. Pour la 7e délibération, il s'agit d'une rétrocession de parcelles, cadastrée section CN 323. C'est simplement une délibération qui abroge et remplace la délibération du dernier conseil municipal, la numéro 67-2025, de M. Jacquelin Philippe. Il y avait simplement une histoire de notaire qui diffère dans la délibération, donc il fallait mettre à jour pour ce soir. Rien ne change dans le corps de la délibération. Merci. D'accord pour M. Jacquelin? Je vous remercie. Une très belle délibération. J'ai l'impression de regarder cette année. Je l'espère, je suis consensuel. Voilà, donc il s'agit du versement pour la 4e année consécutive du don à l'Institut Paul Calmette suite à la Colorade. Donc on a pris l'habitude depuis 4 ans. Les Rois parcourent les sentiers de Roquemer, ses rues, ses paysages. Et au final, cette année, nous versons 2910 €. Donc c'est à peu près 422 participants à la Colorade. À l'Institut Paul Calmette en faveur de la recherche contre le cancer du sein. Bravo. Bravo. Je vais le parole. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Vous le mettez au répond. Unanimité, je vous en remercie. 18e délibération, elle va aussi faire l'unanimité, Christiane. Allez. Il s'agit de l'attribution d'une subvention complémentaire à la confrérie Saint-Éloy-Saint-Vincent pour les aider pour les difficultés de fin d'année qu'ils ont eues. Donc c'est une subvention de 300 € qui est bien sûr comprise dans le budget principal déjà budgétisé. Vous êtes d'accord? On rajoute 300 € à la CNT. Pardon, je voudrais rajouter que c'est bien que la Saint-Éloy aussi profite du jeu de boules avec la buvette, les lotos, les repas. Voilà. Et oui, parce que la buvette, elle ne se limite pas uniquement à la distraction de mon ami Albert Pironissi, de moi-même, de M. Saguet. Elle sert aussi à de nombreuses autres associations. Elle n'est pas limitée à quelques bétancures ou M. Pironissi. Faites-le savoir. Faites-le savoir, M. D'ailleurs, tout ce qui se passe au boulot, ce n'est pas ciblé sur une association. D'ailleurs, comme l'ANSAM et l'ONSAM ne sont pas fléchés sur une association, tout le monde peut agir. C'est d'ailleurs la évidemment qu'on est avec les associations. C'est pas la peine de parler en catimini. On est effectivement pour les associations. Moi, ce que j'ai voulu avoir tout à l'heure, non mais vous, quelque part, vous me bien sûr. Voilà, vous parlez de mon intervention. Moi, ce que je reproche, c'est que quand effectivement ce terrain est enclavé et qu'il y a un problème de parking, donc on ne va pas se mentir, c'est juste qu'à un moment, trouver un problème de régler ce problème de parking. Ouais, effectivement, on est tous pour une buvette, pour les terrains de boules, pour les associations, évidemment. Arrêtez.
vous n'avez pas réalisé. Réfléchissez juste sur l'urbanisation. Non, je dis ni ange ni bête, mais le malheur veut qui veut faire l'ange. va très bien. Donc, on va et ensuite, on va prolonger à mine le mandat du conseil municipal qui devient délibération. Ça a l'air d'être tranquille, justement. Les élus actuels ont été élus en décembre 2023 et installés en janvier 2024. Le mandat devrait donc s'achever en décembre 2025. Or, au niveau du rythme de préparation des projets étant plus long, les élus ont sollicité la prolongation du mandat d'un an. Je tiens quand même à féliciter ces jeunes de leur investissement au niveau des projets et c'est pour cela que ce soir, on propose la prolongation du mandat. Merci Amine. Tout le monde est d'accord pour prolonger. Je vous remercie. 20e délibération, Amine, vente d'intérêt. Je pense pas que ce soit mis. Alors attention, Mathieu, attention à une chose. Le moment où vous êtes parvenu à la délibération et ce soir, vous êtes arrivé l'évaluation du domaine. Donc il va être, bien que ce ne soit pas une obligation, pour être plus compris, on a mis dedans l'évaluation du domaine actualisée, puisque c'est la même somme que celle de l'époque. Et l'acheteur nous a signalé aussi, comme tout à l'heure, un changement de notaire. Voilà pourquoi on a une autre délibération. Et c'est bien évidemment celle que vous mettez sur table qui sera envoyée à monsieur le préfet. Bon, voilà, déjà, j'ai résumé pourquoi on a retrouvé une feuille supplémentaire sur notre table aujourd'hui. Donc il s'agit d'une vente de parcelle cadastrée section DP numéro 82. Donc la commune est propriétaire d'un terrain faisant partie de son domaine privé cadastré DP numéro 71 d'une contenance de 2011 mètres carrés situé au quartier Jean Pitou. La société, la SAS, le 50 Vauginac, domicile au château Jean au 174 avenue Elsa Fioré, souhaite se porter à l'égard d'une partie de cette parcelle. Une parcelle cadastrée section DP 82 a d'une superficie de 121 mètres carrés a donc été créée par l'intermédiaire d'un cabinet Célas Quadra Consigne, géomètre à la SOTA, par document d'apprentissage. Un avis des domaines, donc du 30 juillet 2024 et son actualisation donc, du mois de novembre, fixe la valeur minimale de ce bien à hauteur de 46 530 € pour la surface totale de la parcelle, soit 2011 mètres carrés, soit 23,14 € par mètre carré. Il est donc proposé la valeur de 2800 € pour 121 mètres carrés à la vente ce soir. Et autoriser M. le maire à signer tous les documents détaillés. Je te remercie des précisions des commentaires, M. Mounier. Oui, dans votre délibération, vous précisez que pour assurer la viabilité tout en respectant les contraintes environnementales, vous allez enfouir des réseaux nécessaires donc, à cette viabilité de ces terrains, de ces villos. C'est pas l'eau, hein. Comment? C'est pas l'eau, c'est bien évidemment le constructeur. Oui, bien sûr. On parle bien de votre ami M. Fadakala. Voilà. Donc, pourtant, il a eu une permis d'aménager au mois de mars, 11 mars 2025. Et donc, à ce moment-là, il n'avait pas de... Il n'avait pas besoin. La problématique, c'est que dans le cadre du PA qui a été délivré à la société HCPFI, c'est quelques milliards, le dossier permettait de desservir à tous les niveaux les terrains qu'il est susceptible d'acheter. Par contre, vous avez tous remarqué, il cherche à bien faire les choses. Et sur cette base-là, il m'a fait une proposition sur un terrain qui ne nous sert absolument pas, puisque ceux que les rôles le connaissent, c'est le terrain qui est complètement en pente et qui descend sur la voie ferrée. D'ailleurs, on voit le prix de l'évaluation des domaines. Il a préféré avoir une bande de 2 mètres pour pouvoir faire passer ses réseaux dessus et être complètement indépendant, donc tout à fait tranquillement. À partir du moment où on n'a pas besoin de ce terrain, je préfère que les réseaux soient insérés à ce niveau-là pour laisser à bien le permis d'aménager plutôt qu'une succession de pylônes. Parfait, merci. Le PA a été délivré bien sûr en conformité, parce que si jamais avoir été trop petite, bien évidemment, ils vont le faire. Voilà. Donc on est d'accord? On est d'accord. Unanimité, je vous en remercie. On va terminer cette séance de ce soir par une motion. J'allais oublier un avis très important concernant le PNR, Christian, excuse-moi. Oui, c'est dans le cadre du projet de classement de site Montagne Sainte-Baume. Nous sommes concernés, la commune de Roquevert, sur des parcelles qui sont sur les hauts des barres de bassin, jusqu'au piémont des barres de bassin. Donc il y a eu un dossier, un projet de classement de site
sur l'ensemble des communes concernées, hein, il n'y a pas que Orpea, nous c'est un petit morceau. Les communes concernées, ça va de la Selle, Orpea, Poussane, Casquedet, Saint-Zacharie, je ne cite pas tout, Oriol, Puge, Jeannos, Orpea. Et donc il y a eu une étude détaillée qui a proposé ce classement, on y a travaillé parce que nous on avait imaginé des petits projets, notamment une bergerie par exemple, elle n'est pas impactée, même si elle était dans le périmètre, le classement grand site n'interdit pas l'implantation d'une chèvrerie plus précisément. Le rapport d'inspection générale de l'environnement a été fait, le code général des collectivités a été respecté, il y a eu une notice technique adressée aux élus délégués, mais vous l'avez eu en copie dans la préparation de la délibération. Une enquête publique a eu lieu du 6 octobre au 4 novembre, c'était des belles affiches jaunes que vous avez vues sur la commune. Donc, après vérification de ce périmètre proposé, il est demandé donc à nos services, au conseil municipal, je voulais parler des services qui ont regardé en détail aussi ce projet. Donc on a bien vérifié l'impact que ça peut avoir sur le projet. C'est vraiment une zone naturelle, sur les barres, dans l'aire de nidification de l'aigle de Bonny en particulier. Donc il est proposé ce classement d'intérêt pittoresque au sens de paysages remarquables. Le périmètre englobe le massif et son choc géomorphologique ainsi que son environnement paysager afin de préserver et valoriser cet ensemble naturel. Donc, vu tout ce que je viens de vous parler, de vous expliquer, donc ce périmètre global de 30 000 hectares, donc, il est proposé d'émettre un avis favorable sur ce projet qui n'impacte pas l'avis de Orpea, au contraire, qui permet à Orpea de participer au classement site remarquable du pays simplement. Monsieur Bouillet. Alors, juste vraiment à titre personnel pour information, quand tu dis la barre de bassin sur le Piémont, c'est sur l'arête ou sur le bas, sur le haut? Le Piémont, c'est rien en dessous des barres. Jusqu'en bas de le bas du col de Saucette, on va dire. Sur la commune de Roquevert. Il y a Oriol qui est impacté, Gémenos, et c'est essentiellement les barres de bassin, c'est une zone naturelle complète. C'est en plus la plupart des propriétés privées, mais ça fait rien. On doit y mettre un avis pour ce classement de grand. Parce que sur le plan, effectivement, on n'arrive pas à voir vraiment où ça s'arrêtait. Si on n'arrive pas à demander au maire. C'est le plan qu'on a reçu dans le par mail. On y a travaillé au niveau parcellaire, il faut dire, au niveau parcellaire. Vraiment, parce que nous, on a quelques parcelles au Piémont de bassin, pardon, où on a eu le projet de chèvrerie, mais tout le reste, ce sont des propriétés. Mais vraiment, c'est un espace naturel où il y a vraiment. En plus, il y a des contraintes liées à l'aire de nidification de l'aigle de Bonelli qui ne permettent vraiment aucune projection d'aménagement quelconque. Même on a été obligé de détourner, par exemple, on est en train de travailler sur le chemin des parcs. On fait des boucles de découverte de la commune avec la participation du PNR qui nous aide dans beaucoup de domaines. On était obligé de faire passer sur la route pour s'éloigner au maximum de plus de 500 mètres de l'aire de nidification de Bonelli. Donc on est vraiment dans une zone protégée où là, la raison, le bon sens veut que cette ligne peut être peu favorable. Alors, dans le règlement, il parle justement que les lignes haute tension ne pourront plus être cassées. Elles ne pourront plus, la résistance ne peut pas les enlever ou de les dépasser. J'ai l'expérience, effectivement, tout ça ne pouvait pas être fait. Une haute tension, par contre, l'armée tous les mois. Si un jour l'armée veut mettre un relais sur les barres de bassin, elle le fera ce qu'elle a fait sur les barres de la Seine-Saint-Denis. Oui, parce que vous préparez nos enfants à mourir. Donc, tout le monde est d'accord? On meurt tous. Jeanne, une très belle motion. Alors, voilà, nous avons été saisis par la présidente de la communauté professionnelle territoriale de santé qui a soulevé une problématique d'amendement déposé par deux députés UDR, donc Eric Michaud et Olivier Tessa, qui visent à supprimer les CPTS purement et simplement pour dans le cas d'économies à faire sur la loi des finances. Alors, il faut rappeler que les communautés professionnelles territoriales de santé ont été mises en place par la loi de modernisation de notre système de santé qui est pilotée en 2016.
qu'elle a été mise en application avec les conventions en 2019 et que les communautés professionnelles territoriales de la santé sont des éléments importants dans la vie locale sur l'accès à la santé. On a tous en tête la difficulté de trouver un médecin traitant aujourd'hui. La SPTS est là pour ça, mais aussi pour faciliter la fluidité du parcours de santé entre la médecine de ville, la médecine d'hôpital, etc. et arriver à trouver des rendez-vous et à faire avancer les choses. Donc c'est un élément essentiel qui existe et qui fonctionne aujourd'hui sur notre territoire, qui nous semble important de préserver, en sachant que les éléments qui ont été mis en avant dans l'amendement portent sur des coûts des CPTS qui ne sont pas tout à fait exacts, semble-t-il, puisque bon, on parle de beaucoup d'argent, mais en fait il y a beaucoup aussi de crédits qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle, puisque tout ce qui est des réserves mises en cas de pandémie qui serait déclarée par l'ARS ne sont pas utilisées bien sûr, et donc c'est pas un coût qui est aussi important que ce qui a été mis en place. Et d'autant que le sérieux de cette CPTS est suivi par la sécurité sociale avec des bilans, des éléments, des conventions qui permettent d'affirmer aujourd'hui que le travail qui a été fait par la CPTS est une bonne chose. Alors, je rajoute qu'en plus dans la loi, dans le projet de loi de finances et sécurité sociale, il avait été mis en avant l'idée de mettre en place des maisons France Santé qui serait en gros la même chose que les CPTS, mais il faudrait démonter les CPTS pour ensuite créer des maisons France Santé. L'idée étant, comme on peut faire avec les CPTS, de faciliter, dans le cas d'urgence, des rendez-vous à 48 heures avec les spécialistes et les milieux hospitaliers. Donc aujourd'hui, nous pensons que les élus locaux ont toute leur place à prendre dans cette bagarre sur la question du parcours de soins même, parce que même si on n'est pas dans un désert médical ici, on a quand même bien des difficultés pour avoir des rendez-vous. Donc on propose que le conseil municipal s'oppose à l'amendement AS 880 et toutes les mesures qui affaiblissent l'exercice coordonné des soins primaires ou la disparition des communautés professionnelles de santé territoriale. On propose d'accompagner les CPTS et les initiatives innovantes en défendant et soutenant le financement pérenne du modèle, qui est un gage d'efficacité face aux déserts médicaux. De valoriser l'approche territoriale de la santé, qui est la seule à même de répondre efficacement à la réalité des besoins de santé locaux, et de continuer à améliorer le fonctionnement budgétaire en évaluant ces actions pour une meilleure organisation, en visant à améliorer la prise en compte des particularités de notre territoire. Et donc la motion demande le maintien de cette structure de proximité sur le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et de l'Étoile, l'avenir de l'accès aux soins se jouant dans la coordination et le renforcement du soin de proximité pour améliorer l'état de santé de nos concitoyens. Voilà. Monsieur le maire. Ils étaient présents d'ailleurs pour la Color Run. Et ils étaient présents aussi au CNJ avec l'action pour le tabac. Avec les enfants du CNJ. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été présents avec nous sur le projet. Est-ce que vous voulez faire en vote la motion? On va juste prendre la parole 2 secondes. Jean, c'est vrai, c'est un beau sujet, mais pardon. Vous connaissez notre position sur l'usage des motions de politique nationale. Celle-ci, elle vise explicitement un amendement parlementaire. Pour nous, ça dépasse, on l'a déjà dit, largement le périmètre de ce conseil. Ça brouille aussi le rôle du conseil municipal, puis ça le politise, et c'est pas notre façon de voir les choses. Même si elle vise à défendre la pérennité d'un dispositif sans doute très très bien, pour moi c'est plus le rôle des acteurs sociaux, des syndicats, des partis politiques. On est assez ici de militants engagés pour comprendre comment ça fonctionne aussi au sein d'un parti politique, pour nourrir ce genre pour appuyer ce genre de position. Donc non, nous on prendra pas part au vote comme d'habitude sur ce genre de proposition. Moi, un avis personnel, je pense que le vrai débat aujourd'hui sur la médecine, c'est vraiment de redévelopper la médecine de proximité, de revenir à des médecins de famille. Madame Fliquerlo, je vais arrêter là si vous le débat. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Je peux juste prendre la parole 5 minutes. C'est une minute, non? Non, enfin, c'est une minute. Juste dire que oui, c'était loi nationale, mais qui ont une application sur le territoire selon
notre territoire. Bien sûr, mais la position qu'on a là, on n'a aucun moyen de préciser. Est-ce que je peux juste donner notre position? Je pense qu'au contraire, dans une période où la santé est sous tension, il ne faut pas être contre ces PTS, et qu'au contraire, il faut conforter ce qui fonctionne, parce qu'en fait, quand il y a des choses qui fonctionnent, ben, il faut les garder, on ne va pas inventer d'autres choses. Donc nous on préfère... on a... Non, c'est pas la politique. On s'engage sur nos territoires, on est des élus de terrain, et là on ne parle pas du CPTS à l'Assemblée nationale, on parle du CPTS sur notre territoire. Donc nous on est pour cette mesure.